Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui a l'air toute simple mais qui cache une complexité folle. Qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, quand on clique sur un lien sur Internet? Franchement, on n'y pense jamais, hein. On tape une adresse, hop, on appuie sur Entrée et le site s'affiche. Ça paraît magique, presque instantané. Mais derrière cette façade si simple, il y a toute une machinerie qui s'active. Ce qu'on voit, c'est le résultat final, la page toute belle. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le comment. On va décortiquer tout ça ensemble pour voir comment on passe d'un simple clic à une page web qui s'affiche à l'écran. Alors c'est parti. Première étape, l'adresse et le messager. Comment l'ordinateur fait-il pour demander la page? Tout commence avec cette fameuse adresse, l'URL. Et ce n'est pas juste un nom, hein, c'est un véritable mode d'emploi. Chaque morceau a son importance. Le protocole, c'est un peu comme la langue qu'on va parler. Le nom du serveur, c'est l'adresse postale de la destination, et le chemin, c'est le numéro de l'appartement. Bref, une instruction super précise. Et cette langue, c'est le HTTP, pour Hypertext Transfer Protocol. Il faut voir ça comme le langage officiel du web. C'est un code de politesse très strict que le navigateur utilise pour formuler sa demande au serveur. Comme ça, tout le monde se comprend. Finalement, tout se résume à ça, une conversation super simple. D'un côté, le navigateur envoie une requête, il demande le site. De l'autre, le serveur envoie une réponse avec tout le contenu. C'est vraiment le b.a.-ba de la navigation web. Là, ça peut paraître un peu technique, mais en fait, c'est la retranscription de ce dialogue. La requête GET, c'est juste le navigateur qui dit « S'il te plaît, donne-moi cette page ». Et la réponse 200 « OK », c'est le serveur qui répond « Pas de problème, bien reçu, voilà ce que tu as demandé ». C'est littéralement une conversation, mais entre machines. Ok, donc le serveur a dit « Ok », mais qu'est-ce qu'il envoie exactement? C'est là que ça devient intéressant, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Le truc, c'est que le serveur ne renvoie pas une image toute faite de la page. Non. Il envoie une sorte de recette de cuisine, un plan de montage en kit, écrit en code. Et c'est au navigateur de tout assembler. Pour comprendre, l'analogie est parfaite. D'un côté, on a le HTML. C'est le squelette, la structure de la page. Il dit « Là, on met un titre. Ici, un paragraphe. Là, une image. » Et de l'autre, on a le CSS. C'est l'habillage, le style. Le CSS va dire « Ok, ce titre, on le met en bleu et en gros, et ce paragraphe, on le centre. » L'un construit, l'autre décore. Et l'image ici est super parlante. À gauche, c'est le code, la recette brute. Et à droite, c'est le résultat final, ce qu'on voit à l'écran. C'est le navigateur qui fait tout le travail. C'est lui, le chef cuistot, qui lit la recette et qui prépare le plat pour nous le servir. Bon, d'accord, ça marche pour une page, mais des pages web, il y en a des milliards. Comment on fait pour trouver quoi que ce soit là-dedans? C'est comme avoir une bibliothèque infinie sans aucun catalogue. Ça pose question, non? Eh bien, c'est justement là qu'interviennent les fameux moteurs de recherche. Pensez-y, c'est un peu la bibliothèque du web, mais une bibliothèque gérée par des robots. Ce sont des bibliothèques numériques géantes. Mais avec une grosse différence, elles n'attendent pas qu'on leur apporte les livres. Au contraire, elles envoient des petits robots logiciels pour aller chercher l'info elles-mêmes, partout sur le web. Ces robots, on les appelle aussi des spiders, des araignées. Et l'image est bonne. Ils parcourent la toile en permanence en suivant les liens de page en page. Ils découvrent du nouveau contenu, l'analysent et le rangent dans une base de données absolument gigantesque. C'est ça, l'indexation. Maintenant, attention à ce chiffre, environ 50%. 50% de quoi, à votre avis? C'est la part de tout le trafic sur Internet. Et voilà le truc un peu fou. La moitié de toute l'activité sur le web n'est pas humaine. C'est ça. Pour chaque être humain qui surfe, il y a un robot qui fait quelque chose. Explorer, indexer, analyser. C'est une circulation parallèle complètement invisible. Et cette idée d'une activité énorme mais invisible, ça nous amène tout droit à une métaphore très connue pour décrire la structure du web. On va voir ce qui se cache sous la surface. On représente souvent le web comme un iceberg. Et c'est une très bonne image, parce que les robots des moteurs de recherche, ils opèrent surtout sur la partie visible de cet iceberg, le web de surface. C'est tout ce qu'on peut trouver avec une recherche classique. Ce tableau résume bien les choses. Il y a donc 3 couches. Le web de surface, accessible à tous. En dessous, le web profond ou deep web, c'est tout ce qui est protégé par un mot de passe, boîte mail, compte en banque. Ce n'est pas indexé par Google, heureusement. Et puis, tout en bas, il y a le web sombre, ou dark web, qui est une toute petite partie cachée, conçue pour être anonyme et qui demande des outils spéciaux. Donc en gros, le web qu'on peut chercher avec Google, ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. La grande majorité du contenu est en fait inaccessible par une simple recherche. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les utilisateurs humains? Eh bien, premièrement, tout n'est pas trouvable avec un moteur de recherche. Deuxièmement, il faut faire attention aux données qu'on partage. Et enfin, il faut bien avoir en tête que le web est un écosystème immense, largement automatisé. Et cette citation le résume parfaitement.
La navigation sur les pages web laisse des traces, l'utilisateur peut communiquer volontairement ou non des informations personnelles. Chaque action en ligne laisse une petite trace. Ça nous rappelle à quel point la sécurité et la confidentialité sont des sujets importants. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Le web, à la base, a été construit par des humains pour des humains. Alors qu'est-ce que ça implique quand on réalise que la moitié des utilisateurs ne sont pas du tout humains? C'est une pensée intéressante pour l'avenir, non?